Monsieur Isidore Beautrelet !» s'écria Monsieur Filleul d'un air ravi et en tendant les mains au nouveau venu. Quelle bonne surprise! Notre excellent détective amateur, ici, à notre disposition. Mais c'est une aubaine. Monsieur l'inspecteur, permettez que je vous présente Monsieur Beautrelet, élève de rhétorique au lycée Janson de Sailly. Ganimard paraissait quelque peu interloqué. Isidore le salua très bas, comme un confrère que l'on estime à sa valeur, et se tournant vers Monsieur Filleul: « Il paraît, monsieur le juge d'instruction, que vous avez reçu de bons renseignements sur moi. » Parfait. D'abord, vous étiez en effet à Veules-les-Roses au moment où mademoiselle de Saint-Véran a cru vous voir dans le chemin creux. Nous établirons, je n'en doute pas, l'identité de votre sosie. Ensuite, vous êtes bel et bien Isidore Beautrelet, élève de rhétorique et même excellent élève, laborieux et de conduite exemplaire. Votre père, habitant la province, vous sortez une fois par mois chez son correspondant, M. Bernot, lequel ne tarit pas d'éloges à votre endroit. De sorte que vous êtes libre. Absolument libre? Absolument. Ah, toutefois, j'y mets une toute petite condition. Vous comprenez, je ne puis relâcher un monsieur qui administre des narcotiques, qui s'évade par la fenêtre et que l'on prend ensuite en flagrant délit de vagabondage dans les propriétés privées, que je ne le puis sans une compensation. J'attends. Eh bien, nous allons reprendre notre entretien interrompu. Et vous allez me dire où vous en êtes de vos recherches. En 2 jours de liberté, vous avez dû les mener très loin. Et comme Ganimard s'apprêtait à sortir avec une affectation de dédain pour ce genre d'exercice, le juge s'écria: « Mais pas du tout, monsieur l'inspecteur. Votre place est ici. Je vous assure que monsieur Isidore Beautrelet vaut la peine qu'on l'écoute. Monsieur Isidore Beautrelet, d'après mes renseignements, s'est taillé au lycée Janson de Sailly une réputation d'observateur auprès de qui rien ne peut passer inaperçu. Et ses condisciples, m'a-t-on dit, le considèrent comme votre émule, comme le rival d'Herlock Sholmès. » « En vérité » fit Ganimard, ironique. « Parfaitement. L'un d'eux m'a écrit: si Beautrelet déclare qu'il sait, il faut le croire, et ce qu'il dira, ne doutez pas que ce soit l'expression exacte de la vérité. Monsieur Isidore Beautrelet, voici le moment ou jamais de justifier la confiance de vos camarades. Je vous en conjure, donnez-nous l'expression exacte de la vérité. » Isidore écoutait en souriant, et il répondit: « Monsieur le juge d'instruction, vous êtes cruel. Vous vous moquez de pauvres collégiens qui se divertissent comme ils peuvent. Vous avez raison, d'ailleurs, et je ne vous fournirai pas d'autre motif de me railler. » « Que vous ne savez rien, monsieur Isidore Beautrelet. » J'avoue en effet très humblement que je ne sais rien, car je n'appelle pas savoir quelque chose la découverte de 2 ou 3 points plus précis qui n'ont pu, du reste, j'en suis sûr, vous échapper. Par exemple, l'objet du vol. Ah, décidément, l'objet du vol vous est connu. Comme à vous, je n'en doute pas. C'est même la première chose que j'ai étudiée. La tâche me paraissant plus facile. Plus facile, vraiment? Mon Dieu, oui. Il s'agit tout au plus de faire un raisonnement. Pas davantage. Pas davantage. Et ce raisonnement? Le voici, dépouillé de tout commentaire. D'une part, il y a eu vol, puisque ces 2 demoiselles sont d'accord et qu'elles ont réellement vu 2 hommes qui s'enfuyaient avec des objets. Il y a eu vol. D'autre part, rien n'a disparu, puisque M. de Gesvres l'affirme et qu'il est mieux que personne en mesure de le savoir. Rien n'a disparu. De ces 2 constatations, il résulte inévitablement cette conséquence: du moment qu'il y a eu vol et que rien n'a disparu, c'est que l'objet emporté a été remplacé par un objet identique. Il se peut, je m'empresse de le dire, que ce raisonnement ne soit pas ratifié par les faits. Mais je prétends que c'est le premier qui doit s'offrir à nous et qu'on a le droit de l'écarter qu'après un examen sérieux. En effet, murmura le juge d'instruction visiblement intéressé. Or, continua Isidore, qu'y avait-il dans ce salon qui put attirer la convoitise des cambrioleurs? 2 choses. La tapisserie, d'abord. Ce ne peut être cela. Une tapisserie ancienne ne s'imite pas et la supercherie vous eût sauté aux yeux. Restaient les 4 Rubens. Que dites-vous? Je dis que les 4 Rubens accrochés à ce mur sont faux. Impossible. Ils sont faux, a priori, fatalement et sans appel. Je vous répète que c'est impossible. Il y a bientôt 1 an, monsieur le juge d'instruction, un jeune homme qui se faisait appeler Charpenay est venu au château d'Ambrumésy et a demandé la permission de copier les tableaux de Rubens. Cette permission lui fut accordée par monsieur de Gesvres. Chaque jour, durant 5 mois, du matin jusqu'au soir, Charpenay travailla dans ce salon. Ce sont les copies qu'il a faites, cadres et toiles, qui ont pris la place des 4 grands tableaux originaux légués à M. de Gesvres par son oncle, le marquis de Bobadilla. La preuve? Je n'ai pas de preuve à donner. Un tableau est faux parce qu'il est faux.
Et j'estime qu'il n'est pas même besoin d'examiner cela. Monsieur Filleul et Ganimard se regardaient sans dissimuler leur étonnement. L'inspecteur ne songeait plus à se retirer. À la fin, le juge d'instruction murmura « Il faudrait avoir l'avis de Monsieur de Gesvres. » Et Ganimard approuva « Il faudrait avoir son avis. » Et ils donnèrent l'ordre qu'on pria le comte de venir au salon. C'était une véritable victoire que remportait le jeune rhétoricien. Contraindre deux hommes de métier, deux professionnels comme messieurs Filleul et Ganimard à faire état de ces hypothèses, il y avait là un hommage dont tout autre se fût enorgueilli. Mais Beautrelet paraissait insensible à ces petites satisfactions d'amour-propre, et toujours souriant, sans la moindre ironie, il attendait. Monsieur de Gesvres entra. « Monsieur le comte, lui dit le juge d'instruction, la suite de notre enquête nous met en face d'une éventualité tout à fait imprévue, et que nous vous soumettons sous toute réserve. Il se pourrait, je dis il se pourrait, que les cambrioleurs, en s'introduisant ici, aient eu pour but de dérober vos 4 Rubens, ou du moins de les remplacer par 4 copies. Copies qu'eut exécutées, il y a un an, un peintre du nom de Charpenay. Voulez-vous examiner ces tableaux et nous dire si vous les reconnaissez pour authentiques ? Le comte parut réprimer un mouvement de contrariété, observa Beautrelet, puis M. Filleul, et répondit sans prendre la peine de s'approcher des tableaux. « J'espérais, monsieur le juge d'instruction, que la vérité resterait ignorée. Puisqu'il en est autrement, je n'hésite pas à le déclarer. Ces 4 tableaux sont faux. » Vous le saviez donc ? Dès la première heure. Que ne le disiez-vous ? Oh, le possesseur d'un objet n'est jamais pressé de dire que cet objet n'est pas... ou n'est plus authentique. Cependant, c'était le seul moyen de les retrouver. Il y en avait un meilleur. Lequel ? Celui de ne pas ébruiter le secret, de ne pas effaroucher mes voleurs, et de leur proposer le rachat des tableaux dont ils doivent être quelque peu embarrassés. Comment communiquer avec eux ? Le comte ne répondant pas, ce fut Isidore qui riposta. Par une note insérée dans les journaux. Cette petite note, publiée par le journal et le matin, est ainsi conçue. Suis disposé à racheter les tableaux. Le comte approuva d'un signe de tête. Une fois encore, le jeune homme en remonterait à ses aînés. Monsieur Filleul fut beau joueur. Décidément, cher monsieur, je commence à croire que vos camarades n'ont pas tout à fait tort. Si, quel coup d'œil, quelle intuition! Si cela continue, monsieur Ganimard et moi, nous n'aurons plus rien à faire. Tout cela n'était guère compliqué. Le reste l'est davantage, voulez-vous dire. Je me rappelle en effet que lors de notre première rencontre, vous aviez l'air d'en savoir plus long. Voyons, autant que je m'en souvienne, vous affirmiez que le nom du meurtrier vous était connu. En effet. Qui donc a tué Jean Daval ? Cet homme est-il vivant ? Où se cache-t-il ? Il y a un malentendu entre nous, monsieur le juge d'instruction, ou plutôt un malentendu entre vous et la réalité des faits, et ça depuis le début. Le meurtrier et le fugitif sont 2 individus distincts. Que dites-vous ? S'exclama M. Filleul. L'homme que M. de Gesvres a vu dans le boudoir et contre lequel il a lutté, l'homme que ces demoiselles ont vu dans le salon et sur lequel mademoiselle de Saint-Véran a tiré, l'homme qui est tombé dans le parc et que nous cherchons, cet homme-là n'est pas celui qui a tué Jean Daval ? Non. Avez-vous découvert les traces d'un 3e complice qui aurait disparu avant l'arrivée de ces demoiselles ? Non. Alors, je ne comprends plus. Qui donc est le meurtrier de Jean Daval ? Jean Daval a été tué par... Beautrelet s'interrompit, demeura pensif un instant et reprit. Mais auparavant, il faut que je vous montre le chemin que j'ai suivi pour arriver à la certitude et les raisons mêmes du meurtre. Sans quoi mon accusation vous semblerait monstrueuse, et elle ne l'est pas, non. Elle ne l'est pas. Il y a un détail qui n'a pas été remarqué et qui, cependant, a la plus grande importance. C'est que Jean Daval, au moment où il fut frappé, était vêtu de tous ses vêtements, chaussé de ses bottines de marche, bref, habillé comme on l'est en plein jour. Or, le crime a été commis à 4 heures du matin. J'ai relevé cette bizarrerie, fit le juge. Monsieur de Gesvres m'a répondu que Daval passait une partie de ses nuits à travailler. Les domestiques disent au contraire qu'il se couchait régulièrement de très bonne heure. Mais admettons qu'il fût debout. Pourquoi a-t-il défait son lit ? De manière à faire croire qu'il était couché. Et s'il était couché, pourquoi, en entendant du bruit, a-t-il pris la peine de s'habiller des pieds à la tête au lieu de se vêtir sommairement ?
J'ai visité sa chambre le premier jour tandis que vous déjeuniez. Ses pantoufles étaient au pied de son lit. Qui l'empêcha de les mettre plutôt que de chausser ses lourdes bottines ferrées? Jusqu'ici, je ne vois pas. Jusqu'ici, en effet, vous ne pouvez voir que des anomalies. Elles m'ont paru cependant beaucoup plus suspectes quand j'appris que le peintre Charpenay, le copiste des Rubens, avait été présenté au comte par Jean Daval lui-même. Eh bien, de là à conclure que Jean Daval et Charpenay étaient complices, il n'y a qu'un pas. Ce pas, je l'avais franchi lors de notre conversation. un peu vite, il me semble. En effet, il fallait une preuve matérielle. Or, j'avais découvert dans la chambre de Daval, sur une des feuilles du sous-main où il écrivait, cette adresse, qui s'y trouve encore d'ailleurs, décalquée à l'envers par le buvard. Monsieur A.L.N., bureau 45, Paris. Le lendemain, on découvrit que le télégramme envoyé de Saint-Nicolas par le pseudo-chauffeur portait cette même adresse, A.L.N., bureau 45. La preuve matérielle existait. Jean Daval correspondait avec la bande qui avait organisé l'enlèvement des tableaux. Monsieur Filleul ne souleva aucune objection. Soit, la complicité est établie. Et vous en concluez? Ceci d'abord, c'est que ce n'est point le fugitif qui a tué Jean Daval, puisque Jean Daval était son complice. Alors? Monsieur le juge d'instruction, rappelez-vous la première phrase que prononça Monsieur de Gesvres lorsqu'il se réveilla de son évanouissement. La phrase, rapportée par Mademoiselle de Gesvres, est au procès-verbal. Je ne suis pas blessé, et Daval, est-ce qu'il vit? Le couteau. Et je vous prie de la rapprocher de cette partie de son récit, également consignée au procès-verbal, où Monsieur de Gesvres raconte l'agression. L'homme bondit sur moi et m'étendit d'un coup de poing à la nuque. Comment Monsieur de Gesvres, qui était évanoui, pouvait-il savoir en se réveillant que Daval avait été frappé par un couteau? Beautrelet n'attendit point de réponse à sa question. On eût dit qu'il se hâtait pour la faire lui-même et coupait court à tout commentaire. Il repartit aussitôt. Donc, c'est Jean Daval qui conduit les 3 cambrioleurs jusqu'à ce salon. Tandis qu'ils s'y trouvent avec celui qu'ils appellent leur chef, un bruit se fait entendre dans le boudoir. Daval ouvre la porte. Reconnaissant Monsieur de Gesvres, il se précipite vers lui, armé du couteau. Monsieur de Gesvres réussit à lui arracher ce couteau, l'en frappe, et tombe lui-même frappé d'un coup de poing par cet individu que les 2 jeunes filles devaient apercevoir quelques minutes après. De nouveau, Monsieur Filleul et l'inspecteur se regardèrent. Ganimard hocha la tête d'un air déconcerté. Le juge reprit. Monsieur le comte, dois-je croire que cette version est exacte? Monsieur de Gesvres ne répondit pas. Monsieur le comte, votre silence nous permettrait de supposer... Très nettement, Monsieur de Gesvres prononça. Cette version est exacte, en tout point. Le juge sursauta. Alors je ne comprends pas que vous ayez induit la justice en erreur. Pourquoi dissimuler un acte que vous aviez le droit de commettre, étant en légitime défense? Depuis 20 ans, Dit Monsieur de Gesvres. Daval travaillait à mes côtés. J'avais confiance en lui. Il m'a rendu des services inestimables. S'il m'a trahi, et à la suite de je ne sais quelle tentation, je ne voulais pas, du moins en souvenir du passé, que sa trahison fût connue. Vous ne vouliez pas, soit, mais vous leviez... Je ne suis pas de votre avis, monsieur le juge d'instruction. Du moment qu'aucun innocent n'était accusé de ce crime, mon droit absolu était de ne pas accuser celui qui fut à la fois le coupable et la victime. Il est mort. J'estime que la mort est un châtiment suffisant. Mais maintenant, monsieur le comte, maintenant que la vérité est connue, vous pouvez parler. Ah oui. Voici 2 brouillons de lettres écrites par lui à ses complices. Je les ai pris dans son portefeuille quelques minutes après sa mort. Et le mobile du vol? Allez à Dieppe, au 18 de la rue de la Barre. Là demeure une certaine Madame Verdier. C'est pour cette femme qu'il a connue il y a 2 ans, pour subvenir à ses besoins d'argent, que Daval a volé. Ainsi tout s'éclairait. Le drame sortait de l'ombre et peu à peu apparaissait sous son véritable jour. Continuons, dit Monsieur Filleul après que le comte se fut retiré. Ma foi, Dit Beautrelet gaiement. je suis à peu près au bout de mon rouleau. mais le fugitif, le blessé... Là-dessus, monsieur le juge d'instruction, vous en savez autant que moi. Vous avez suivi son passage dans l'herbe du cloître, vous savez... Oui, je sais, mais depuis ils l'ont enlevé. Et ce que je voudrais, ce sont des indications sur cette auberge. Isidore Beautrelet éclata de rire. L'auberge L'auberge n'existe pas. C'est un truc pour dépister la justice.
Un truc ingénieux puisqu'il a réussi. Cependant, le docteur de Lattre affirme... Et justement, s'écria Beautrelet d'un ton de conviction. c'est parce que le docteur de Lattre affirme qu'il ne faut pas le croire. Comment? Le docteur de Lattre n'a voulu donner sur toute son aventure que les détails les plus vagues. Il n'a voulu rien dire qui pût compromettre la sûreté de son client. Et voilà tout à coup qu'il attire l'attention sur une auberge. Mais soyez certain que s'il a prononcé ce mot d'auberge, c'est qu'il lui fut imposé. Soyez certain que toute l'histoire qu'il nous a servie lui fut dictée sous peine de représailles terribles. Le docteur a une femme et une fille, et il les aime trop pour désobéir à des gens dont il a éprouvé la formidable puissance. Et c'est pourquoi il a fourni à vos efforts la plus précise des indications. Si précise qu'on ne peut trouver l'auberge. Si précise que vous ne cessez pas de la chercher contre toute vraisemblance, et que vos yeux se sont détournés du seul endroit où l'homme puisse être, de cet endroit mystérieux qu'il n'a pas quitté, qu'il n'a pas pu quitter depuis l'instant où, blessé par mademoiselle de Saint-Véran, il est parvenu à s'y glisser comme une bête dans sa tanière. Mais où, sacrebleu? Dans les ruines de la vieille abbaye. Mais il n'y a plus de ruines. Quelques pans de murs, quelques colonnes. C'est là qu'il s'est erré, monsieur le juge d'instruction. Cria Beautrelet avec force. C'est là qu'il faut borner vos recherches. C'est là, et pas ailleurs, que vous trouverez Arsène Lupin. Arsène Lupin? S'exclama M. Filleul en sautant sur ses jambes. Il y eut un silence, un peu solennel, où se prolongèrent les syllabes du nom fameux. Arsène Lupin. Le grand aventurier, le roi des cambrioleurs. Était-ce possible que ce fût lui, l'adversaire vaincu et cependant invisible, après lequel on s'acharnait en vain depuis plusieurs jours? Mais Arsène Lupin, pris au piège, arrêté. Pour un juge d'instruction, c'était l'avancement immédiat, la fortune, la gloire. Ganimard n'avait pas bronché. Isidore lui dit « Vous êtes de mon avis, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur? Parbleu. Vous non plus, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais douté que ce fût lui l'organisateur de cette affaire? En une seconde. La signature y est. Un coup de Lupin, ça diffère d'un autre coup comme un visage d'un autre visage. Il y a qu'à ouvrir les yeux. Croyez? Vous croyez? répétait M. Filleul. Si je crois? S'écria le jeune homme. Tenez, rien que ce petit fait. Sous quelles initiales ces gens-là correspondent-ils entre eux? A-L-N. C'est-à-dire la première lettre du nom d'Arsène, la première et la dernière du nom de Lupin. Ah, Fit Ganimard. rien ne vous échappe. Vous êtes un rude type. Et le vieux Ganimard met bas les armes. Beautrelet rougit de plaisir et serra la main que lui tendait l'inspecteur. Les trois hommes s'étaient rapprochés du balcon et leurs regards s'étendaient sur le champ des ruines. M. Filleul murmura « Alors, il serait là. Il est là. dit Beautrelet d'une voix sourde. Il est là depuis la minute même où il est tombé. Logiquement et pratiquement, il ne pouvait s'échapper sans être aperçu de mademoiselle de Saint-Véran et des deux domestiques. Quelle preuve en avez-vous? La preuve? Ses complices nous l'ont donné. Le matin même, l'un d'eux se déguisait en chauffeur, vous conduisait ici... Pour reprendre la casquette, pièce d'identité. Soit, mais aussi, mais surtout pour visiter les lieux, se rendre compte et voir par lui-même ce qu'était devenu le patron. Et il s'est rendu compte? Je le suppose, puisqu'il connaissait la cachette, lui. Et je suppose que l'état désespéré de son chef lui fut révélé puisque sous le coup de l'inquiétude, il a commis l'imprudence d'écrire ce mot de menace. Malheur à la jeune fille si elle a tué le patron. Mais ses amis ont pu l'enlever par la suite. Quand? Vos hommes n'ont pas quitté les ruines. Et puis, où l'aurait-on transporté? Tout au plus à quelques centaines de mètres de distance, car on ne fait pas voyager un moribond. Et alors vous l'auriez trouvé. Non, vous dis-je, il est là. Jamais ses amis ne l'auraient arraché à la plus sûre des retraites. C'est là qu'ils ont amené le docteur, tandis que les gendarmes couraient au feu comme des enfants. Mais comment vit-il? Pour vivre, il faut des aliments, de l'eau. Je ne puis rien dire. Je ne sais rien, mais il est là, je vous le jure. Il est là parce qu'il ne peut pas ne pas y être. J'en suis sûr, comme si je le voyais, comme si je le touchais. Il est là. Le doigt tendu vers les ruines, il dessinait dans l'air un petit cercle qui diminuait peu à peu jusqu'à n'être plus qu'un point. Et ce point, les deux compagnons le cherchaient éperdument, tous deux penchés sur l'espace, tous deux émus de la même foi que Beautrelet, et frissonnant de l'ardente conviction qu'il leur avait imposée. Oui, Arsène Lupin était là. En théorie comme en fait, il y était, ni l'un ni l'autre n'en pouvait plus douter. Et il y avait quelque chose d'impressionnant et de tragique, à savoir que dans quelques refuges ténébreux gisait à même le sol, sans secours, fiévreux, épuisé, le célèbre aventurier. Meurt. Prononça M. Filleul à voix basse. S'il meurt, Dit Beautrelet. et que ses complices en aient la certitude, veillez au salut de mademoiselle de Saint-Véran, monsieur le juge, car la vengeance sera terrible. Quelques minutes plus tard, et malgré les instances de M. Filleul, qui se fut volontiers accommodé de ce prestigieux auxiliaire, Beautrelet, dont les vacances expiraient ce même jour, reprenait la route de Dieppe.
Il débarquait à Paris vers 5 heures, et à 8 heures franchissait, en même temps que ses camarades, la porte du lycée Janson. Ganimard, après une exploration aussi minutieuse qu'inutile des ruines d'Ambrumésie, rentra par le rapide du soir. En arrivant chez lui, il trouva ce pneumatique. Monsieur l'inspecteur principal, ayant eu un peu de loisir à la fin de la journée, j'ai pu réunir quelques renseignements complémentaires qui ne manqueront pas de vous intéresser. Depuis 1 an, Arsène Lupin vit à Paris, sous le nom d'Étienne de Vaudreix. C'est un nom que vous avez pu lire souvent dans les chroniques mondaines ou les échos sportifs. Grand voyageur, il fait de longues absences, pendant lesquelles il va, dit-il, chasser le tigre au Bengale ou le renard bleu en Sibérie. Il passe pour s'occuper d'affaires sans qu'on puisse préciser de quelles affaires il s'agit. Son domicile actuel, 36 rue Marbeuf. Je vous prie de remarquer que la rue Marbeuf est à proximité du bureau de poste numéro 45. Depuis le jeudi 23 avril, veille de l'agression d'Ambrumésie, on n'a aucune nouvelle d'Étienne de Vaudreix. Recevez, monsieur l'inspecteur principal, avec toute ma gratitude pour la bienveillance que vous m'avez témoignée, l'assurance de mes meilleurs sentiments. Isidore Beautrelet. Post-scriptum. Surtout ne croyez pas qu'il m'ait fallu grand mal pour obtenir ces informations. Le matin même du crime, lorsque M. Filleul poursuivait son instruction devant quelques privilégiés, j'avais eu l'heureuse inspiration d'examiner la casquette du fugitif avant que le pseudo-chauffeur ne fût venu la changer. Le nom du chapelier m'a suffi, vous pensez bien, pour trouver la filière qui m'a fait connaître le nom de l'acheteur et son domicile. Le lendemain matin, Ganimard se présentait au 36 de la rue Marbeuf. Renseignement pris auprès de la concierge, il se fit ouvrir le rez-de-chaussée de droite, où il ne découvrit rien que des cendres dans la cheminée. 4 jours auparavant, 2 amis étaient venus brûler tous les papiers compromettants. Mais au moment de sortir, Ganimard croisa le facteur qui apportait une lettre pour M. de Vaudreix. L'après-midi, le parquet saisi de l'affaire réclamait la lettre. Elle était timbrée d'Amérique et contenait ces lignes écrites en anglais. « Monsieur, je vous confirme la réponse que j'ai faite à votre agent. Dès que vous aurez en votre possession les 4 tableaux de M. de Gesvres, expédiez-les par le mode convenu. Vous y joindrez le reste, si vous pouvez réussir, ce dont je doute fort. Une affaire imprévue m'obligeant à partir, j'arriverai en même temps que cette lettre. Vous me trouverez au Grand Hôtel. Arlington. » Le jour même, Ganimard, muni d'un mandat d'arrêt, conduisait au dépôt le sieur Arlington, citoyen américain, inculpé de recel et de complicité de vol. Ainsi donc, en l'espace de 24 heures, grâce aux indications vraiment inattendues d'un gamin de 17 ans, tous les nœuds de l'intrigue se dénouaient. En 24 heures, ce qui était inexplicable devenait simple et lumineux. En 24 heures, le plan des complices pour sauver leur chef était déjoué. La capture d'Arsène Lupin, blessé, mourant, ne faisait plus de doute. Sa bande était désorganisée. On connaissait son installation à Paris, le masque dont il se couvrait. Et l'on perçait à jour pour la première fois, avant qu'il eût pu en assurer la complète exécution, un de ses coups les plus habiles et le plus longuement étudié. Ce fut dans le public comme une immense clameur d'étonnement, d'admiration et de curiosité. Déjà, le journaliste rouennais, en un article très réussi, avait raconté le premier interrogatoire du jeune rhétoricien, mettant en lumière sa bonne grâce, son charme naïf et son assurance tranquille. Les indiscrétions auxquelles Ganimard et M. Filleul s'abandonnèrent malgré eux, entraînés par un élan plus fort que leur orgueil professionnel, éclairèrent le public sur le rôle de Beautrelet au cours des derniers événements. Lui seul avait tout fait. À lui seul revenait tout le mérite de la victoire. On se passionna. Du jour au lendemain, Isidore Beautrelet fut un héros, et la foule, subitement engouée, exigea sur son nouveau favori les plus amples détails. Les reporters étaient là, ils se ruèrent à l'assaut du lycée Janson de Sailly, guettèrent les externes sortir des classes et recueillirent tout ce qui concernait, de près ou de loin, le nommé Beautrelet. Et l'on apprit ainsi la réputation dont jouissait parmi ses camarades celui qu'ils appelaient le rival d'Herlock Sholmès. Par raisonnement, par logique et sans plus de renseignements que ceux qu'il lisait dans les journaux, il avait à diverses reprises annoncé la solution d'affaires compliquées que la justice ne devait débrouiller que longtemps après lui. C'était devenu un divertissement au lycée Janson que de poser à Beautrelet des questions ardues, des problèmes indéchiffrables. Et l'on s'émerveillait de voir avec quelle sûreté d'analyse, au moyen de quelles ingénieuses déductions, il se dirigeait au milieu des ténèbres les plus épaisses.
10 jours avant l'arrestation de l'épicier Joris, il indiquait le parti que l'on pouvait tirer du fameux parapluie. De même, il affirmait dès le début, à propos du drame de Saint-Cloud, que le concierge était l'unique meurtrier possible. Mais le plus curieux fut l'opuscule que l'on trouva en circulation parmi les élèves du lycée. Opuscule signé de lui, imprimé à la machine à écrire et tiré à 10 exemplaires. Comme titre, Arsène Lupin, sa méthode, en quoi il est classique et en quoi original. Suivi d'un parallèle entre l'humour anglais et l'ironie française. C'était une étude approfondie de chacune des aventures de Lupin, où les procédés de l'illustre cambrioleur nous apparaissaient avec un relief extraordinaire, où l'on montrait le mécanisme même de ses façons d'agir, sa tactique toute spéciale, ses lettres aux journaux, ses menaces, l'annonce de ses vols, bref, l'ensemble des trucs qu'il employait pour cuisiner la victime choisie et la mettre dans un état d'esprit tel qu'elle s'offrait presque au coup machiné contre elle, et que tout s'effectuait pour ainsi dire de son propre consentement. Et c'était si juste comme critique, si pénétrant, si vivant, et d'une ironie à la fois si ingénue et si cruelle, qu'aussitôt les rieurs passèrent de son côté, que la sympathie des foules se détourna sans transition de Lupin vers Isidore Beautrelet, et que, dans la lutte qui s'engageait entre eux, d'avance on proclama la victoire du jeune rhétoricien. En tout cas, cette victoire, M. Filleul, aussi bien que le parquet de Paris, semblait jaloux de lui en réserver la possibilité. D'une part, en effet, on ne parvenait pas à établir l'identité du sieur Arlington, ni à fournir une preuve décisive de son affiliation à la bande de Lupin. Compère ou non, il se taisait obstinément. Bien plus, après examen de son écriture, on n'osait plus affirmer que ce fut lui l'auteur de la lettre interceptée. Un sieur Arlington, pourvu d'un sac de voyage et d'un carnet amplement pourvu de banknotes, était descendu au Grand Hôtel. Voilà tout ce qu'il était possible d'affirmer. D'autre part, à Dieppe, M. Filleul couchait sur les positions que Beautrelet lui avait conquises. Il ne faisait pas un pas en avant. Autour de l'individu que Mademoiselle de Saint-Véran avait pris pour Beautrelet, la veille du crime, même mystère. Même ténèbres aussi sur tout ce qui concernait l'enlèvement des 4 Rubens. Qu'étaient devenus ces tableaux? Et l'automobile qui les avait emportés dans la nuit, quel chemin avait-elle suivi? À Luneray, à Yerville, à Yvetot, on avait recueilli des preuves de son passage, ainsi qu'à Côte-Bec-en-Caux, où elle avait dû traverser la Seine au petit jour dans le bac à vapeur. Mais quand on poussa l'enquête à fond, il fut avéré que la dite automobile était découverte et qu'il eût été impossible d'y entasser 4 grands tableaux sans que les employés du bac les eussent aperçus. C'était tout probablement la même auto, mais alors la question se posait encore. Qu'étaient devenus les 4 Rubens? Autant de problèmes que M. Filleul laissait sans réponse. Chaque jour, ses subordonnés fouillaient le quadrilatère des ruines. Presque chaque jour, il venait diriger les explorations, mais de là à découvrir l'asile où Lupin agonisait, si tant est que l'opinion de Beautrelet fut juste, de là à découvrir cet asile, il y avait un abîme que l'excellent magistrat n'avait point l'air disposé à franchir. Aussi était-il naturel que l'on se retournât vers Isidore Beautrelet, puisque lui seul avait réussi à dissiper des ténèbres qui, en dehors de lui, se reformaient plus intenses et plus impénétrables. Pourquoi ne s'acharnait-il pas après cette affaire? Au point où il l'avait menée, il lui suffisait d'un effort pour aboutir. La question lui fut posée par un rédacteur du Grand Journal qui s'introduisit dans le lycée Janson sous le faux nom de Bernot, correspondant de Beautrelet. À quoi Isidore répondit fort sagement: Cher monsieur, il n'y a pas que Lupin en ce monde. Il n'y a pas que des histoires de cambrioleurs et de détectives. Il y a aussi cette réalité qui s'appelle le baccalauréat. Or, je me présente en juillet, nous sommes en mai, et je ne veux pas échouer. Que dirait mon brave homme de père? Mais que dirait-il si vous livriez à la justice Arsène Lupin? Bah, il y a temps pour tout. Aux prochaines vacances... Celle de la Pentecôte? Oui. Je partirai le samedi 6 juin par le premier train. Et le soir de ce samedi, Arsène Lupin sera pris. Me donnez-vous jusqu'au dimanche? Demanda Beautrelet en riant. Pourquoi ce retard? Riposta le journaliste du ton le plus sérieux. Cette confiance inexplicable, née d'hier et déjà si forte, tout le monde la ressentait à l'endroit du jeune homme, bien qu'en réalité les événements ne la justifiassent que jusqu'à un certain point. N'importe, on croyait. De sa part, rien ne semblait difficile. On attendait de lui ce qu'on aurait pu attendre tout au plus de quelques phénomènes de clairvoyance et d'intuition, d'expérience et d'habileté. Le 6 juin, cette date s'étalait dans tous les journaux. Le 6 juin, Isidore Beautrelet prendrait le rapide de Dieppe et le soir, Arsène Lupin serait arrêté.
À moins que d'ici là il ne s'évade, objectaient les derniers partisans de l'aventurier. Impossible, toutes les issues sont gardées. À moins alors qu'il n'ait succombé à ses blessures, reprenaient les partisans, lesquels eussent mieux aimé la mort que la capture de leur héros. Et la réplique était immédiate. Allons donc, si Lupin était mort, ses complices le sauraient et Lupin serait vengé, Beautrelet l'a dit. Et le 6 juin arriva. Une demi-douzaine de journalistes guettaient Isidore à la gare Saint-Lazare. 2 d'entre eux voulaient l'accompagner dans son voyage, il les supplia de ne rien faire. Il s'en alla donc seul. Son compartiment était vide. Assez fatigué par une série de nuits consacrées au travail, il ne tarda pas à s'endormir d'un lourd sommeil. En rêve, il eut l'impression qu'on s'arrêtait à différentes stations et que des personnes montaient et descendaient. À son réveil, en vue de Rouen, il était encore seul, mais sur le dossier de la banquette opposée, une large feuille de papier fixée par une épingle à l'étoffe grise s'offrait à ses regards. Elle portait ces mots: « Chacun ses affaires, occupez-vous des vôtres, sinon, tant pis pour vous. » Parfait, dit-il en se frottant les mains. Ça va mal dans le camp adverse. Cette menace est aussi stupide que celle du pseudo-chauffeur. Quel style. On voit bien que ce n'est pas Lupin qui tient la plume. On s'engouffrait sous le tunnel qui précède la vieille cité normande. En gare, Isidore fit 2 ou 3 tours sur le quai pour se dégourdir les jambes. Il se disposait à regagner son compartiment quand un cri lui échappa. En passant près de la bibliothèque, il avait lu distraitement, à la première page d'une édition spéciale du journal de Rouen, ces quelques lignes dont il percevait soudain l'effrayante signification. Dernière heure. On nous téléphone de Dieppe que, cette nuit, des malfaiteurs ont pénétré dans le château d'Ambrumézy, ont ligoté et bâillonné mademoiselle de Gesvres et ont enlevé mademoiselle de Saint-Véran. Des traces de sang ont été relevées à 500 mètres du château et tout auprès, on a retrouvé une écharpe également maculée de sang. Il y a lieu de craindre que la malheureuse jeune fille n'ait été assassinée. Jusqu'à Dieppe, Isidore Beautrelet resta immobile. Courbé en 2, les coudes sur les genoux et ses mains plaquées contre sa figure, il réfléchissait. À Dieppe, il loua une auto. Au seuil d'Ambrumézy, il rencontra le juge d'instruction qui lui confirma l'horrible nouvelle. « Vous ne savez rien de plus ?» demanda Beautrelet. « Rien, j'arrive à l'instant. » Au même moment, le brigadier de gendarmerie s'approchait de M. Filleul et lui remettait un morceau de papier froissé, déchiqueté, jauni, qu'il venait de ramasser non loin de l'endroit où l'on avait découvert l'écharpe. M. Filleul l'examina, puis le tendit à Isidore Beautrelet en disant « Voilà qui ne nous aidera pas beaucoup dans nos recherches. » Isidore tourna et retourna le morceau de papier. Couvert de chiffres, de points et de signes, il offrait exactement le dessin que nous donnons au dos du livre. Le cadavre. Vers 6 heures du soir, ces opérations terminées, M. Filleul attendait en compagnie de son greffier, M. Brédoux, la voiture qui devait le ramener à Dieppe. Il paraissait agité, nerveux. Par 2 fois, il demanda « Vous n'avez pas aperçu le jeune Beautrelet ?»« Ma foi, non, monsieur le juge. »« Où diable peut-il être ? On ne l'a pas vu de la journée. » Soudain, il eut une idée, confia son portefeuille à Brédoux, fit en courant le tour du château et se dirigea vers les ruines. Près de la grande arcade, à plat ventre sur le sol tapissé des longues aiguilles de pin, un de ses bras replié sous sa tête, Isidore semblait assoupi. « Et quoi ? Que devenez-vous, jeune homme ? Vous dormez ?»« Je ne dors pas. Je réfléchis. » Il s'agit bien de réfléchir, il faut voir d'abord. Il faut étudier les faits, chercher les indices, établir les points de repère. C'est après que, par réflexion, on coordonne tout cela et que l'on découvre la vérité. Oui, je sais. C'est la méthode usuelle. La bonne, sans doute. Moi, j'en ai une autre. Je réfléchis d'abord. Je tâche avant tout de trouver l'idée générale de l'affaire, si je peux m'exprimer ainsi. Puis, j'imagine une hypothèse raisonnable, logique, en accord avec cette idée générale. Et c'est après seulement que j'examine si les faits veulent bien s'adapter à mon hypothèse. Drôle de méthode et drôlement compliquée. Méthode sûre, monsieur Filleul, tandis que la vôtre ne l'est pas. Allons donc, les faits sont les faits. Avec des adversaires quelconques, ah oui, mais pour peu que l'ennemi ait quelques ruses, les faits sont ceux qu'il a choisis. Ces fameux indices sur lesquels vous bâtissez votre enquête, il fut libre, lui, de les disposer à son gré.
Et vous voyez alors, quand il s'agit d'un homme comme Lupin, où cela peut vous conduire, vers quelles erreurs et quelles inepties. Sholmès, lui-même, est tombé dans le piège. Arsène Lupin est mort. Soit. Mais sa bande reste. Et les élèves d'un tel maître sont des maîtres eux-mêmes. Monsieur Filleul prit Isidore par le bras et l'entraînant. Et mon jeune homme, voici qui est plus important. Écoutez bien. Ganimard, retenu à Paris à l'heure actuelle, n'arrive que dans quelques jours. D'autre part, le comte de Gesvres a télégraphié à Herlock Sholmès, lequel a promis son concours pour la semaine prochaine. Jeune homme, ne pensez-vous pas qu'il y aurait quelque gloire à dire à ces deux célébrités le jour de leur arrivée? 1000 regrets, chers messieurs, mais nous n'avons pu attendre davantage. La besogne est finie. Il était impossible de confesser son impuissance avec plus d'ingéniosité que ne le faisait ce bon monsieur Filleul. Beautrelet réprima un sourire et, affectant d'être dupe, répondit « Je vous avouerai, monsieur le juge d'instruction, que si je n'ai pas assisté tantôt à votre enquête, c'était dans l'espoir que vous consentiriez à m'en communiquer les résultats. Voyons, que savez-vous? Eh bien voici. Hier soir, à 11h, les 3 gendarmes que le brigadier Quévillon avait laissés de faction au château recevaient du dit brigadier un petit mot les appelant en toute hâte à Auville où se trouve leur brigade. Montèrent aussitôt à cheval, et quand ils arrivèrent... Et ils constatèrent qu'ils avaient été joués, que l'ordre était faux, et qu'ils n'avaient plus qu'à retourner à Ambrumésie. C'est ce qu'ils firent, sous la conduite du brigadier. Mais leur absence avait duré 1h30, et pendant ce temps, le crime avait été commis. Dans quelles conditions? Dans les conditions les plus simples. Une échelle empruntée au bâtiment de la ferme fut apposée contre le second étage du château. Un carreau fut découpé, une fenêtre ouverte. 2 hommes, munis d'une lanterne sourde, pénétrèrent dans la chambre de mademoiselle de Gesvres et la bâillonnèrent, avant qu'elle n'ait eu le temps d'appeler. Puis, l'ayant attachée avec des cordes, ils ouvrirent très doucement la porte de la chambre où dormait mademoiselle de Saint-Véran. Mademoiselle de Gesvres entendit un gémissement étouffé, puis le bruit d'une personne qui se débat. 1 minute plus tard, elle aperçut les 2 hommes qui portaient sa cousine, également liés et bâillonnés. Ils passèrent devant elle et s'en allèrent par la fenêtre. Épuisée, terrifiée, mademoiselle de Gesvres s'évanouit. Mais les chiens, monsieur de Gesvres n'avait-il pas acheté 2 molosses? On les a retrouvés, morts, empoisonnés. Et par qui? Personne ne pouvait les approcher. Mystère. Toujours est-il que les 2 hommes ont traversé sans encombre les ruines et sont sortis par la fameuse petite porte. Ils ont franchi le bois taillis en contournant les anciennes carrières. Ce n'est qu'à 500 mètres du château, au pied de l'arbre appelé le Gros Chêne, qu'ils se sont arrêtés et qu'ils ont mis leur projet à exécution. Pourquoi? S'ils étaient venus avec l'intention de tuer mademoiselle de Saint-Véran, ne l'ont-ils pas frappée dans sa chambre? Je ne sais. Peut-être l'incident qui les a déterminés ne s'est-il produit qu'à leur sortie du château. Peut-être la jeune fille avait-elle réussi à se débarrasser de ses liens. Ainsi, pour moi, l'écharpe ramassée avait servi à lui attacher les poignets. En tout cas, c'est au pied du Gros Chêne qu'ils ont frappé. Les preuves que j'ai recueillies sont irréfutables. Mais le corps? Le corps n'a pas été retrouvé, ce qui d'ailleurs ne saurait nous surprendre outre mesure. La piste suivie m'a conduit, en effet, jusqu'à l'église de Varangeville, à l'ancien cimetière suspendu au-dessus de la falaise. Là, c'est le précipice, un gouffre de plus de 100 mètres. Et en bas, les rochers, la mer. Dans un jour ou 2, une marée plus forte ramènera le corps sur la grève. Évidemment, tout cela est fort simple. Oui, tout cela est fort simple et ne m'embarrasse pas. Lupin est mort. Ses complices l'ont appris et pour se venger, ainsi qu'ils l'avaient écrit, ils ont assassiné mademoiselle de Saint-Véran. Ce sont là des faits qui n'avaient même pas besoin d'être contrôlés. Mais Lupin... Lupin? Oui, qu'est-il devenu? Tout probablement ses complices ont enlevé son cadavre en même temps qu'ils emportaient la jeune fille. Mais quelle preuve avons-nous de cet enlèvement? Aucune. Pas plus que de son séjour dans les ruines, pas plus que de sa mort ou de sa vie. Et c'est là tout le mystère, mon cher Beautrelet.
Le meurtre de mademoiselle Raymonde n'est pas un dénouement, au contraire, c'est une complication. Que s'est-il passé depuis 2 mois au château d'Ambrumézy? Si nous ne déchiffrons pas cette énigme, d'autres vont venir qui nous brûleront la politesse. Quel jour vont-ils venir, ces autres? Mercredi, mardi peut-être. Beautrelet sembla faire un calcul, puis déclara: Monsieur le juge d'instruction, nous sommes aujourd'hui samedi. Je dois rentrer au lycée lundi soir. Eh bien, lundi matin, si vous voulez être ici à 10h, je tâcherai de vous le révéler, le mot de l'énigme. Vraiment, monsieur Beautrelet? Vous croyez? Vous en êtes sûr? Je l'espère, du moins. Et maintenant, où allez-vous? Je vais voir si les faits veulent bien s'accommoder à l'idée générale que je commence à discerner. Et s'ils ne s'accommodent pas? Eh bien, monsieur le juge d'instruction, ce sont eux qui auront tort, dit Beautrelet en riant. J'en chercherai d'autres plus dociles. À lundi, n'est-ce pas? À lundi. Quelques minutes après, M. Filleul roulait vers Dieppe, tandis qu'Isidore, muni d'une bicyclette que lui avait prêtée le comte de Gesvres, filait sur la route de Yerville et de Caudebec-en-Caux. Il y avait un point sur lequel le jeune homme tenait à se faire avant tout une opinion nette, parce que ce point lui semblait justement le point faible de l'ennemi. On n'escamote pas des objets de la dimension des 4 Rubens. Il fallait qu'ils fussent quelque part. S'il était impossible pour le moment de les retrouver, ne pouvait-on connaître le chemin par où ils avaient disparu? L'hypothèse de Beautrelet était celle-ci. L'automobile avait bien emporté les 4 tableaux, mais avant d'arriver à Caudebec, elle les avait déchargés sur une autre automobile qui avait traversé la Seine en amont ou en aval de Caudebec. En aval, le premier bac était celui de Quillebeuf, passage fréquenté par conséquent dangereux. En amont, il y avait le bac de la Mailleraie, gros bourg isolé, en dehors de toute communication. Vers minuit, Isidore avait franchi les 18 lieues qui le séparaient de la Mailleraie et frappait à la porte d'une auberge située au bord de l'eau. Il y couchait et, dès le matin, interrogeait les matelots du bac. On consulta le livre des passagers. Aucune automobile n'avait passé le jeudi 23 avril. Alors, une voiture à chevaux, insinua Beautrelet. Une charrette, un fourgon? Non plus. Toute la matinée, Isidore s'enquit. Il allait partir pour Quillebeuf quand le garçon de l'auberge où il avait couché lui dit: Maintenant, j'arrivais de mes 13 jours et j'ai bien vu une charrette, mais elle n'a pas passé. Comment? Non, on l'a déchargée sur une sorte de bateau plat, de péniche, comme ils disent, qui était amarré au quai. Et cette charrette, d'où venait-elle? Oh, je l'ai bien reconnue. C'était un maître Vatinel, le charretier. Qui demeure? Au hameau de Louveteau. Beautrelet regarda sa carte d'état-major. Le hameau de Louveteau était situé au carrefour de la route d'Yvetot à Caudebec et d'une petite route tortueuse qui s'en venait à travers bois jusqu'à la Mailleraie. Ce n'est qu'à 6 heures du soir qu'Isidore réussit à découvrir dans un cabaret maître Vatinel, un de ces vieux Normands finauds qui se tiennent toujours sur leur garde, qui se méfient de l'étranger, mais qui ne savent pas résister à l'attrait d'une pièce d'or et à l'influence de quelques petits verres. Ben oui, monsieur, ce matin-là, les gens à l'automobile avaient donné rendez-vous à 5 heures au carrefour. Ils m'ont remis 4 grandes machines, hautes comme ça. Il y en a un qui m'a accompagné, et nous avons porté la chose jusqu'à la péniche. Vous parlez d'eux comme si vous les connaissiez déjà? Je vous crois que je les connaissais. C'était la 6e fois que je travaillais pour eux. Isidore tressaillit. Vous dites la 6e fois? Et depuis quand? Mais tous les jours, devant celui-là, parbleu. Alors, c'était d'autres machines, des gros morceaux de pierre, ou bien des plus petites assez longues qu'ils avaient enveloppées, et qu'ils portaient comme le Saint-Sacrement. Ah, fallait pas y toucher à celle-là. Et qu'est-ce que vous avez? C'est tout blanc. Ce n'est rien, la chaleur. Beautrelet sortit en titubant. La joie, l'imprévu de la découverte l'étourdissait. Il se retourna tout tranquillement, coucha le soir au village de Varangeville, passa le lendemain matin 1 heure à la mairie avec l'instituteur et revint au château. Une lettre l'y attendait au bon soin de monsieur le comte de Gesvres. Elle contenait ces lignes: 2e avertissement, tais-toi, sinon... Allons, murmura-t-il. Il va falloir prendre quelques précautions pour ma sûreté personnelle. Sinon, comme ils disent... Il était 9 heures. Il se promena parmi les ruines, puis s'allongea près de l'arcade et ferma les yeux. Jeune homme, êtes-vous content de votre campagne? C'était M. Filleul qui arrivait à l'heure fixée. Enchanté, monsieur le juge d'instruction. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que je suis prêt à tenir ma promesse, malgré cette lettre qui ne m'y engage guère. Il montra la lettre à M. Filleul.
Ah, des histoires, s'écria celui-ci. Et j'espère que cela ne vous empêchera pas de vous dire ce que je sais? Non, monsieur le juge d'instruction. J'ai promis, je tiendrai. Avant 10 minutes, nous saurons une partie de la vérité. Une partie? Oui, à mon sens, la cachette de Lupin, cela ne constitue pas tout le problème. Mais pour la suite, nous verrons.